Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Fuyant la tempête à Varsovie, nous nous dirigeons vers le sud pour visiter Lublin, une belle ville avec presque 700 ans d'histoire, avant de nous rendre à Zamość, construite pour être la ville idéale de la Renaissance. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Lublin, qui compte 350 000 habitants et presque 700 ans d'histoire, doit son développement à la route commerciale qui s'étendait de la mer Noire à la mer Baltique et au centre de l'Europe. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi en fuyant les tempêtes à Varsovie, et c'était une bonne décision pour nous, car la nuit, l'eau et surtout la grêle ont causé de grands dégâts. Depuis un parking proche du château, qui était assez animé par une foire, nous avons commencé notre visite de la ville. Après quelques escaliers, qui nous mènent à un pont reliant le château au centre historique, bien qu'il n'y ait pas l'intention de visiter d'abord le château, nous voyons qu'il est assez fréquenté par les touristes en ce moment. Donc nous faisons demi-tour et, à travers la porte Grodzka, nous nous introduisons dans le centre historique. Cette porte, avec la porte de Cracovie, étaient les deux grandes portes d'accès qui s'ouvraient dans le mur du XIVe siècle, et entre lesquelles se trouve la rue Grodzka, la rue principale du centre historique, et où, si nous regardons bien le sol, nous verrons marquer les limites du ghetto de la ville pendant l'occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale. En parcourant la rue entourée de curieux bâtiments, nous arrivons à la place Pau-Farz, où l'on peut voir les fondations de l'ancienne église de Saint-Michel-Archange, qui a été érigée ici au XIIIe siècle, et où vous pourrez voir, comme dans de nombreux autres endroits de la ville, de petites statues de chèvres, car cet animal est le symbole de la ville. Et en continuant sur la rue Grodzka, cette fois en levant les yeux, nous découvrirons une autre sculpture curieuse, un équilibriste en hommage au carnaval des magiciens, que nous abaisserons rapidement pour continuer à admirer les magnifiques maisons qui bordent la rue avant d'arriver à la place. Nous sommes arrivés sur la place du marché de la vieille ville, dominée par un grand bâtiment de style néoclassique, le tribunal de la couronne, où les nobles de la région venaient résoudre leurs litiges juridiques. Le bâtiment du XVIe siècle est situé sur l'ancien hôtel de ville, totalement détruit par un incendie en 1389. Dans la cave, si vous la trouvez ouverte, un parcours souterrain de plus de 200 mètres commence le long de tout le centre historique, avec plusieurs salles où l'histoire de la ville est exposée. Même si vous souffrez de claustrophobie, la place ne déçoit absolument pas, car elle est remplie de magnifiques palais et maisons seigneuriales qui nous invitent à faire une pause en chemin, en profitant pour prendre le petit déjeuner dans l'un des nombreux restaurants de la place, où, comme dans le reste de la Pologne, on peut bien manger pour peu d'argent. Après avoir repris des forces, nous sortons par l'un des côtés de la place et passons à côté du monastère des Pères dominicains, fondé en 1342 par le roi Casimir le Grand. Arrivés aux limites de la vieille ville où s'ouvre une petite porte, nous parcourons la rue Jesuica, jusqu'à une grande tour appelée Tor Trinitaria, où juste en face de celle-ci et sous le signe d'un bourreau, se trouve la soi-disant pierre de malheur ou pierre de la malchance, qui se trouvait à l'origine sur la place des Bernardins, et qui était utilisée pour les exécutions, et où le bourreau a laissé une entaille en coupant la tête d'un innocent.
Depuis lors, elle porte malheur à quiconque la touche. Et sans nous approcher beaucoup de la pierre, nous arrivons à la tour trinitaire, qui à l'origine était une porte reliant le collège des Jésuites au centre historique de Lublin, reconstruite au XIXe siècle dans le style néo-gothique, ajoutant 20 mètres de plus à la hauteur initiale de 40 mètres. Actuellement, elle abrite le musée d'art sacré de l'archidiocèse, et si vous la trouvez ouverte, vous profiterez d'un grand belvédère sur la ville. En franchissant la tour trinitaire, nous arrivons à la cathédrale archiépiscopale de Lublin. Les travaux de ce temple baroque de la Renaissance ont été réalisés entre 1586 et 1625 à la demande des Jésuites, qui ont présenté un projet inspiré de l'église romaine du Jésus. Bien qu'elle ait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été magnifiquement reconstruite tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, magnifiquement décorée avec des fresques tant sur les murs que sur le plafond. À l'intérieur, on trouve également une crypte avec les tombes de plusieurs évêques de Lublin. Nous sortons de la cathédrale archiépiscopale et nous nous replongeons dans le centre historique en arrivant à la porte de Cracovie. Elle doit son nom au fait que les voyageurs venaient d'ici depuis Cracovie, après avoir parcouru près de 300 km, car c'était une partie de la route royale de Cracovie à Vilnius. Et au XVIIe siècle, dans la porte que la tour ont été redessinées dans le style baroque, et aujourd'hui, elle sépare le centre historique de la zone plus moderne de la ville, abritant à l'intérieur le musée d'histoire de Lublin. Une fois que nous avons traversé la porte de Cracovie, sur une rue au nom imprononçable qui signifie quelque chose comme banlieue de Cracovie, nous nous sommes dirigés vers la place de Lituanie, le nouveau centre de Lublin, en passant près de la nouvelle mairie et de l'église du Saint-Esprit. Nous arrivons à la place de Lituanie, et devant l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, nous accueille le panneau néon I Love Lublin. Sur un côté de la place, nous trouvons quelque chose de très curieux, le portail Lublin-Vilnius, qui, tel un œil magique, relie les deux villes de Pologne et de Lituanie, des pays avec une histoire commune, car au XVIe siècle à Lublin, l'accord a été signé par lequel est né le royaume des deux nations, une précieuse fusion entre le royaume de Pologne et le duché de Lituanie. Ici, sur la place de Lituanie, nous trouvons également l'une des fontaines multimédia de Pologne, avec des spectacles de lumière et de son tout l'été, ainsi que le monument aux soldats inconnus. Sur un côté de la place, et derrière un grand palais familial, nous trouvons le monument aux victimes du ghetto de Lublin, ville où vivaient plus de 40 000 juifs. C'est pourquoi les envahisseurs ont créé le ghetto en 1941, jusqu'en mars 1942, lorsque 30 000 d'entre eux ont été envoyés au camp d'extermination de Belzec, et les autres au camp voisin de Majdanek, situé à la périphérie de la ville, que nous visiterons demain. Et maintenant, nous faisons demi-tour et nous arrivons au château, beaucoup moins fréquenté que lorsque nous sommes arrivés en ville. La forteresse a été commandée par Casimir II au XIIIe siècle, ce qui en fait l'une des résidences royales les plus anciennes de Pologne, abritant en son sein le musée national de Lublin, avec une immense collection d'histoire et d'art de la ville. Une fois à l'intérieur du château, depuis la tour du donjon, à laquelle on peut monter jusqu'à la partie la plus haute, vous aurez une magnifique perspective de la ville, ou admirer les précieux fresques de la chapelle de la Sainte-Trinité, lieu où nous terminerons notre visite de cette ville chargée d'histoire, pour nous diriger dans l'après-midi vers Zamość.
Après la matinée de visite à Lublin, nous nous dirigeons vers Zamość, dont le centre historique est considéré comme l'une des 7 merveilles de Pologne, et bien qu'en chemin entre les deux villes nous ayons subi une forte tempête, à notre arrivée à Zamość, nous sommes accueillis par un après-midi magnifique. Depuis le parking, nous arrivons à la forteresse, protégée par cette bastion, qui renferme en son sein une ville construite de toutes pièces comme une ville idéale de la Renaissance, fondée en 1580, sous la supervision de l'architecte italien Bernardo Morando, lorsque le grand chancelier de la République des Deux Nations l'a conçue pour être parfaite et pour être le siège de la bourgeoisie et de l'aristocratie de Pologne, devant répondre à une série d'exigences, telles que le fait qu'elle devait être située sur une rivière pour assurer le transport de marchandises et l'hygiène, que 2 niveaux indépendants devaient être construits, le niveau inférieur pour les activités et le niveau supérieur pour la noblesse et la bourgeoisie, que sous ces niveaux il devait y avoir des canaux navigables pour faciliter la communication et le transport, ou que la largeur des rues devait être au moins la moitié de la hauteur des maisons adjacentes, ce qui devrait aboutir à une ville à la fois belle et fonctionnelle. Et c'est ainsi que Zamość est né, donnant lieu à une petite ville mais très jolie, et à travers laquelle nous avons déambulé jusqu'au centre, jusqu'à la grande place du marché, une grande place carrée de 100 par 100 mètres avec une immense sensation d'espace qui semble beaucoup plus grande. La place est entourée des maisons des plus riches de la ville, marchands et bourgeois, non seulement polonais, mais aussi italiens, grecs, juifs séfarades et allemands, séduits par les routes commerciales qui passaient par ici, et le concept d'une ville idéale et harmonieuse. Zamość est surtout connu pour son hôtel de ville, avec son monumental escalier double en forme d'éventail, qui a en réalité été ajouté au XVIIIe siècle en pleine fièvre baroque, un style architectural qui a été ajouté dans d'autres parties de la ville, à des époques postérieures à sa fondation. L'hôtel de ville est situé sur un côté de la place, et non au centre comme dans d'autres villes de Pologne, renforçant la sensation d'amplitude de la place, dont nous aurons les meilleures perspectives après avoir monté les jolis escaliers doubles qui mènent à l'hôtel de ville et à sa belle tour de 52 mètres de hauteur. Mais cette place n'est pas seulement célèbre pour son hôtel de ville, mais aussi pour les célèbres maisons qui l'entourent, comme les maisons arméniennes qui sont les mieux conservées de toute la place et symbole de l'ouverture de la ville, qui accueillait tous ceux qui voulaient s'y établir. Derrière l'hôtel de ville, nous trouvons la petite place du marché du sel, l'une des 3 principales places de la ville, qui était le lieu où se commerçait le sel, qui arrivait à Zamość en provenance d'Ukraine à la fin du XVIe siècle. En poursuivant la visite, nous sommes arrivés à la cathédrale, à laquelle nous n'avons pas pu entrer car la messe était en cours. Pour sa conception, l'architecte Morando s'est inspiré des églises des XVe et XVIe siècles de sa ville natale, Padoue, qui a été élevée au rang de cathédrale par le pape Jean-Paul II, car jusqu'alors c'était une basilique, et qui abrite en son sein le panthéon du fondateur de la ville. Depuis la cathédrale, nous nous introduisons dans le centre historique et continuons à profiter de ces rues, en terminant la visite à l'extérieur de la forteresse, dans l'une des nombreuses zones vertes qui invitent à la promenade et à la détente.